Salut tout le monde, aujourd'hui sur les projecteurs, l'Indoraptor de Jurassic World Fallen Kingdom. En 1993 sort Jurassic Park de Steven Spielberg. Inspiré du roman de Michael Crichton, le film marquera les esprits à tout jamais et s'imposera rapidement comme l'un des plus grands films jamais réalisés. Avec ses 914 millions de dollars au box-office, les studios d'Universal, toujours en accord avec Spielberg et Crichton, décident rapidement de mettre en production une suite qui sortira 4 ans plus tard, intitulée sobrement Jurassic Park The Lost World ou Jurassic Park Le Monde Perdu en français. Le film recevra quelques critiques mitigées, notamment pour l'écriture de ses personnages, mais réalisera tout de même de très bons chiffres. Plus de 618 millions de dollars, ce qui en fera le deuxième plus grand succès cinématographique de l'année 1997. Spielberg. C'est en 2001 qu'un troisième volet vit le jour, et malgré le retour de Sam Neill dans le rôle d'Alan Grant, l'absence de Spielberg à la réalisation et de John Williams à la musique se fait ressentir. Et après un tournage chaotique, Jurassic Park 3 forcera les studios à prendre une pause avec la saga. Et là c'est moi qui suis déçu, je trouve vraiment Jurassic Park 3 intéressant. Il a des défauts certes, mais aussi beaucoup de qualités qu'on cite très peu. La scène de la volière, le spinosaure ou encore les raptors qui sont considérés par beaucoup comme les meilleurs des 6 films. C'est près de 12 ans plus tard, en janvier 2013, qu'Universal Pictures annonce la sortie de Jurassic Park 4, alors renommé Jurassic World pour l'été 2015. Le film sort et c'est un gros carton. Colin Trevorrow offre un vent de fraîcheur à la saga avec de nouvelles espèces de dinosaures, sublimement mise en scène par la BO de Michael Giacchino, reprenant quelques thèmes mythiques des premiers films. Quand le parc réouvre ses portes sur nos écrans, impossible de ne pas sourire, émerveillé à l'idée de retrouver une saga qui nous a porté et qui a marqué de son empreinte l'histoire du cinéma. Avec ce film, de nouvelles idées font leurs apparitions, comme le fait de dompter une meute de vélociraptor, ainsi que les modifications génétiques donnant vie à l'Indominus Rex, véritable antagoniste du film. Ce monstre issu de croisement d'ADN des plus grands carnivores réussira à s'échapper, semer le chaos à travers le parc et au terme d'une bataille finale qui aura énormément fait parler, finira ses jours au fond du bassin du Mosasaur. Un gros carton donc qui relancera la saga. Et en 2018 et après 6 mois de tournage, au studio Pinewood de Londres puis au Pays de Galles et à Hawaï, Jurassic World Fallen Kingdom, le cinquième film de la saga, arrive sur nos écrans. Trevorrow, qui dut abandonner le projet pour se concentrer sur Star Wars 9, sera remplacé par Juan Antonio Bayona, réalisateur espagnol connu pour son style horrifique bien à lui. Ce chapitre récoltera des critiques mitigées, mais la plupart des avis sont d'accord sur un seul et unique point. What is that thing? They made it. This is the most dangerous creature that ever walked the earth. Digne successeur de l'Indominus Rex, est basé sur l'ADN de ce dernier, récupéré au fond du lac, l'Indoraptor est une vraie réussite, et ce sur tous les points. Question design, rien à dire, le monstre est terrifiant. Se déplaçant à quatre pattes pour gagner en vitesse, il en devient d'autant plus bestial. Tel un loup-garou, une dentition et des griffes acérées mises en valeur dans pas mal de plans, et cette ligne orangeâtre sur le flanc qui, accompagnée de pics sur le dos tel Godzilla, lui donne un style bien à lui. 7,30 m de long, 3 mètres de haut et près d'une tonne étudiée pour en faire le prédateur alpha par excellence. J'admire vraiment le design de ce monstre, tout est fait pour qu'on frissonne en le voyant. Oui, je parle bien de monstres et non de dinosaures, car avec cette manipulation génétique, le Dr Wu a fait de l'Indoraptor une bête presque frankensteinienne. Revenant nous hanter dans nos pires cauchemars, la scène de Maisie qui se cache sous la couette en est d'ailleurs clairement une référence. Le troisième acte et toute l'action se déroulant en Manor Lockwood nous ramènent dans une ambiance proche d'un film d'épouvante, jouant sur la peur de l'inconnu alors nouveau dans la franchise. Là où on nous expliquait tout auparavant, ici nous sommes dans le non-dit. Pas de dinosaure mais une machine à tuer mise en valeur par la photographie de Bayona et le lieu très resserré à la limite du huis clos, toujours sous tension notamment avec la scène où l'Indoraptor poursuit Maisie, nous rapprochant encore un peu plus des vrais codes des films d'horreur. Parlons un peu de Bayona. C'est aussi grâce à lui que cette œuvre se différencie tant des autres films de la saga. Une photographie soignée, mettant toujours en valeur les éléments importants du récit et des idées de plans diaboliquement efficaces comme par exemple l'arrivée du Baryonyx à travers le tunnel et la mise en valeur du T-Rex par l'effroi, ce qu'on n'avait pas vu depuis la mythique scène de l'évasion de ce dernier dans le premier film. Il y a aussi quelque chose d'extrêmement contemplatif qui se dégage de cette œuvre, nous amenant parfois même à se questionner sur la manière dont le climat, la faune et la flore évoluent de nos jours. Si ça marche aussi bien, c'est aussi en partie grâce au retour des animatronics, véritable force des 3 premiers volets, ils permettaient de jouer véritablement sur l'effet de grandeur et de réalisme.
Certes, l'Indoraptor n'a pas été entièrement filmé à l'aide de ces machines, mais les parties ont bien été utilisées, et ce à bon escient. Le meilleur exemple étant le Spinosaur de Jurassic Park 3 qui était jusqu'alors la plus grande animatronics jamais réalisée et qui reste clairement le point fort du film. Et si vous ne le savez pas, de base, le script voulait qu'il n'y ait pas un, mais deux Indoraptors, l'un noir comme dans le film, tandis que l'autre serait blanc et aveugle, depuis la naissance à cause d'un problème dans le génome. Ce qui aurait vraiment donné un côté encore plus effrayant à la créature. J'aurais vraiment aimé voir ce que ça aurait pu donner. À la fin du film, l'Indoraptor sera tué suite à son combat contre Blue, empalé sur les cornes de la Triceratops exposées dans le musée du manoir, comme un symbole à la fameuse citation de la franchise « La vie trouve toujours un chemin », le dinosaure mutant, modifié génétiquement, sera tué par les os des réels dinosaures. Vous m'avez compris, Bayona et Universal ont donc réussi leur pari, en tout cas à mes yeux, de créer une nouvelle alternative aux méchants dinosaures jusqu'alors seuls antagonistes de la saga. Ça marchait déjà bien avec l'Indominus Rex, ça marche d'autant plus avec l'Indoraptor. Merci à vous d'avoir regardé cette première vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, liker et partager si ça vous a plu. Donner de la force, c'est hyper important et motivant pour continuer. Et à bientôt pour un nouvel épisode de Sous les projecteurs. Ciao!